américain d'origine congolaise, professeur ordinaire des maladies infectieuses à l'université de Stellenbosch au Cap en Afrique du Sud. Je crois que ce qui est important ici, les messages, peut-être un autre message important, c'est que Ebola n'est pas Covid. Donc, il y a vraiment un risque très faible de pandémie à Ebola. Si je peux répondre à la question de la fermeture des frontières. Ebola ne se transmet pas par voie respiratoire, quelqu'un en parlant. La preuve, on ne préconise pas de porter des masques. Depuis cette première apparition, la RDC a affronté 16 épidémies, plus de 4000 vies perdues, une géographie de douleur mais aussi d'expérience. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine pour un nouveau sujet de votre programme. Vous le savez, la crise épidémique de l'Ebola en République démocratique du Congo s'est manifestée par une 17e apparition. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Depuis Dallas, aux États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, nous serons en connexion avec l'Afrique du Sud au Cap, où nous recevons pour vous le professeur Jean Nachega, américain d'origine congolaise, professeur ordinaire des maladies infectieuses à l'université de Stellenbosch au Cap en Afrique du Sud, professeur titulaire d'épidémiologie à l'université Pittsburgh aux États-Unis d'Amérique, professeur affilié d'épidémiologie et de santé globale à l'université Johns Hopkins aux États-Unis d'Amérique. Il a fait sa formation en médecine interne et spécialisation en maladies infectieuses à l'Université catholique de Louvain en Belgique, après de continuer sa formation à l'Université Johns Hopkins aux États-Unis d'Amérique. Connu comme expert en maladies infectieuses, surtout dans le domaine du VIH-Sida, et fait beaucoup de travaux sur la COVID et l'Mpox en collaboration avec le professeur Jean-Jacques Muyembe à l'INRB. Avec le professeur Jean-Jacques Muyembe, le professeur Jean Nachega sont membres du comité consultatif d'urgence de l'Afrique, CDC. Il a publié plus de 260 articles scientifiques et il est le directeur de l'Institut de recherche biomédicale à l'Université de Stellenbosch au Cap en Afrique du Sud. C'est avec lui que nous sommes en connexion. Professeur Jean Nachega, nous vous saluons. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment honoré. Professeur Jean Nachega, c'est un honneur de vous recevoir dans ce temps de crise. Vous allez nous faire comprendre les grandes questions. Nous suivons l'actualité internationale, que ce soit aux États-Unis, en France et partout dans le monde. Les indicateurs sont au rouge, mais vous, en tant que Congolais scientifiques américains, vous allez nous expliquer de manière plausible la situation de la 17e épidémie du virus Ebola et sa souche Budimbuyo. Professeur, nous allons commencer avec la toute première thématique, le portrait de la 17e épidémie et la souche Budimbuyo. Cette section pose les bases globales de la situation sanitaire en tenant compte du moment où nous sommes en train de tourner ce magazine. Professeur, la RDC fait face à sa 17e épidémie d'Ebola, cette fois-ci causée par la souche Budimbuyo. En tant qu'épidémiologiste, quelles sont les particularités biologiques et de létalité de cette souche par rapport à la souche Zaïre, par exemple, plus courante dans la région? Professeur Jean Nachega. Merci beaucoup pour la question. Juste un petit rappel. L'espèce Ebola virus, en fait, comprend à peu près six espèces ou six souches. Il y a Ebola Zaïre, que nous, on est habitués en République démocratique du Congo, qui est responsable des épidémies les plus importantes, notamment en RDC et en Afrique de l'Ouest. Et qui a une létalité de 60 à 90%. Mais il y a d'autres moins connus, comme Ebola Soudan, Ebola Budimbuyo, Ebola Forêt de Taille, Ebola Reston et même Ebola Bombali.
Mais je peux juste rapidement dire les deux dernières, c'est-à-dire Ebola restant et Bombali, causent presque pas de létalité, mais c'est surtout les trois premiers. Et Ebola Soudan, la létalité, c'est 40 à 60%. Ebola Budimbungyo, dont on fait cas pour le moment, la létalité est entre 25 et 50%. Cette espèce Ebola Budibung appartient donc à la famille qu'Ebola Zaïre dans la même grande famille et provoque une maladie similaire. Cependant, contrairement à Ebola Zaïre, ce qui est vraiment préoccupant ici, c'est que nous n'avons aucun vaccin homologué ni aucun traitement spécifique approuvé. Sa létalité historique est souvent un peu plus faible que celle d'Ebola Zaïre, mais elle demeure une maladie grave et potentiellement mortelle. Professeur, les données actuelles de l'Organisation mondiale de la santé évoquent un taux de létalité habituel de 30% à 50% pour la souche Budimbugyo, mais qui semble pour l'instant inférieur à 25% dans cette crise. Comment expliquez-vous scientifiquement cette fluctuation? Cette diminution apparente peut s'expliquer par peut-être une meilleure détection des cas, une prise en charge plus précoce ou une amélioration des soins de support. Mais je voudrais ici vraiment attirer l'attention. Il faut néanmoins rester très, très, très prudent car les taux de létalité évoluent au cours d'une épidémie et on est encore au début de la riposte. Donc, il faudra attendre peut-être à la fin pour évaluer la vraie létalité de manière rigoureuse de cette épidémie. L'Organisation mondiale de la santé, toujours, rapporte un bilan lourd qui grimpe rapidement de 134 cas confirmés et de plus de 900 cas suspects, incluant 223 décès suspects. Comment analysez-vous cet écart important entre cas confirmés et cas suspects sur le plan épidémique, professeur? Oui, les cas suspects, les cas présentent des symptômes compatibles ou un lien épidémiologique, mais ne sont pas encore confirmés en laboratoire. Et l'écart reflète en fait les difficultés diagnostiques et la présence d'autres maladies fébriles comme la malaria ou la fièvre typhoïde. Donc, ce sont les raisons qui peuvent expliquer un peu ces différences. Professeur, une première guérison historique pour cette épidémie a été enregistrée le mercredi 27 mai. Scientifiquement, qu'est-ce qu'une guérison précoce nous indique sur l'efficacité de la prise en charge clinique actuelle? Professeur Jean Nachega. Donc, en fait, cette guérison nous montre qu'une prise en charge précoce et de qualité peut sauver des vies. Les soins de support demeurent vraiment essentiels ici. La réhydratation, la correction des électrolytes, traitement des infections associées et surveillance clinique rapprochée. Je vous rappelle que les épidémies antérieures en RDC, la prise en charge en elle-même, quand elle est faite de manière vraiment correcte, énergétique, permet de sauver des vies. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre les Caps en Afrique du Sud et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas, où nous recevons pour vous le professeur Jean Nachega, américain d'origine congolaise, professeur ordinaire des maladies infectieuses à l'université de Stellenbosch au Cap en Afrique du Sud, professeur titulaire d'épidémiologie à l'université de Pittsburgh aux États-Unis d'Amérique, professeur affilié d'épidémiologie et de santé globale à l'université Johns Hopkins aux États-Unis d'Amérique. Il a fait sa formation en médecine interne et spécialisation en maladies infectieuses à l'université catholique de Louvain en Belgique, après de continuer sa formation à l'université Johns Hopkins aux États-Unis d'Amérique, connu comme expert en maladies infectieuses, surtout dans le domaine du VIH-Sida, et fait beaucoup de travaux sur la COVID et le Mpox en collaboration avec le professeur Jean-Jacques Muyembe à l'UNRB. Avec le professeur Jean-Jacques Muyembe, ils sont membres du comité consultatif d'urgence de l'Afrique CDC. Il a publié plus de 260 articles scientifiques.
et il est le directeur de l'Institut de recherche biomédicale à l'Université de Stellenbosch au Cap en Afrique du Sud. Nous allons suivre un élément focus sur la nature du virus Bundibugyo, ses symptômes spécifiques et l'historique des vagues d'Ebola en République démocratique du Congo pour poser le décor visuel de la crise en RDC. Suivant et nous revenons après. C'est ici, sur les rives de la rivière Ebola, que tout a commencé en 1976. Depuis cette première apparition, la RDC a affronté 16 épidémies, plus de 4000 vies perdues, une géographie de douleur mais aussi d'expérience. Aujourd'hui, une 17e vague surgit en Ituri, épicentre d'une menace rare. La souche Bundibugyo, redoutée pour ses fièvres brutales, ses douleurs intenses et ses hémorragies sévères. Avec une létalité de 15 à 50%, les vaccins classiques restent incertains. Mais la RDC n'est plus désarmée. L'INRB identifie la souche en un temps record, tandis que le gouvernement, l'OMS et les partenaires déploient plus de 3000 agents pour traquer les contacts et ériger un cordon sanitaire. Dans ce carrefour commercial mobile, chaque heure compte. Malgré l'insécurité, la résilience congolaise demeure le cœur de la bataille, une guerre de l'ombre où expertise locale et vigilance communautaire brisent la chaîne de transmission. De retour sur ce plateau numérique en connexion entre le Cap en Afrique du Sud et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas, nous recevons pour vous le professeur Jean Nachega, américain d'origine congolaise, professeur ordinaire des maladies infectieuses à l'Université de Stellenbosch au Cap en Afrique du Sud, professeur titulaire d'épidémiologie à l'Université de Pittsburgh aux États-Unis d'Amérique, professeur affilié d'épidémiologie et de santé globale à l'Université Johns Hopkins aux États-Unis d'Amérique. Il a fait sa formation en médecine interne et spécialisation en maladies infectieuses à l'Université catholique de Louvain en Belgique, après de continuer sa formation à l'Université Johns Hopkins aux États-Unis d'Amérique, connu comme expert en maladies infectieuses, surtout dans le domaine du VIH-Sida, et fait beaucoup de travaux sur la COVID et le Mpox en collaboration avec le professeur Jean-Jacques Muyembe à l'UNIRB. Avec le professeur Jean-Jacques Muyembe, le professeur Jean Nachega sont membres du comité consultatif d'urgence de l'Afrique CDC. Il a publié plus de 260 articles scientifiques. Et il est le directeur de l'Institut de recherche biomédicale à l'Université de Stellenbosch au Cap en Afrique du Sud. Professeur, nous passons à la seconde thématique, diagnostic, recherche clinique et innovation médicale. Cette section explore la dimension scientifique, l'analyse des données de l'INRB et les outils thérapeutiques disponibles. Professeur, à la date du 27 mai de cette année, l'INRB et ses partenaires ont analysé 84% des 774 échantillons prélevés, révélant un taux de positivité de 19,2%. Comment interprétez-vous ce taux de positivité dans la dynamique de la transmission actuelle? Professeur Jean Nachega. Oui, ces taux indiquent une transmission active, mais aussi que de nombreux cas suspects sont finalement attribués à d'autres maladies. Il souligne aussi la nécessité de maintenir une surveillance et un dépistage vraiment intensif. Plus de 100 échantillons complexes sont toujours en attente d'analyse complémentaire à Kinshasa. Quels sont les défis logistiques et des séquençages auxquels font face les laboratoires en période de crise? Professeur Jean Nachega. Oui, les principaux défis sont les transports sécurisés des échantillons. Vous comprenez, dans le contexte des conflits en Ituri, ça doit être vraiment assez héroïque. La chaîne du froid, la biosécurité, la disponibilité des réactifs, les séquençages génomiques et l'analyse rapide des données, c'est vraiment un grand challenge.
tous ces aspects challenge logistique sont en train d'être vraiment, le ministère de la Santé et les partenaires sont en train d'essayer de les résoudre, mais ça reste encore vraiment un grand challenge. Donc, comme j'ai dit, la chaîne du froid, la biosécurité, la disponibilité des réactifs, c'est vraiment un challenge important. C'est ça qui explique les défis. Professeur Jean Nachega, l'Organisation mondiale de la santé a réuni des experts pour prioriser des essais cliniques. 3 molécules thérapeutiques sont en première ligne. Les anticorps monoclonaux MBP 134 et les Maftivimab, ainsi que l'antiviral Remdesivir. Quel est le mode d'action de ces traitements sur la souche Budimbuyo? Professeur Jean Nachega. Oui, j'ai fait partie de l'équipe de l'OMS Recherche et Développement qui a discuté de la prioritarisation de ces molécules. Donc, les MBP 134 et les Maftivimab sont des anticorps en fait monoclonaux qui neutralisent les virus. Par contre, le Remdesivir est un antiviral qui bloque la réplication, la multiplication virale. Ces produits figurent parmi les priorités des recherches de l'OMS, mais la liste, il y a une liste qui est longue, mais ceux-là sont ceux qui ont été jugés scientifiquement probants à ce stade-ci. Pour la prévention post-exposition des cas contacts, on évoque l'antiviral Oblevtivir et 2 vaccins en attente des doses. 100 vaccins de routine immédiatement disponibles pour ces souches. Quelle stratégie vaccinale d'urgence préconisez-vous, professeur Jean Nachega? Oui, merci pour la question. Je crois que ça, c'est la question la plus importante. En absence vraiment des vaccins ou des traitements effectifs, efficaces, en fait, ce qui est vraiment urgemment maintenant, c'est qu'il y a la riposte que le ministère de la Santé, donc le docteur Roger Kamba et toute son équipe avec les partenaires, la priorité pour le moment, c'est vraiment la détection précoce et confirmation rapide des cas. Parce qu'une fois que vous avez fait cela, vous devez isoler, sécuriser et prise en charge immédiate des malades. Et puis, l'autre étape qui suit, c'est l'identification et suivi des contacts pendant 21 jours. 21 jours, pourquoi? Parce que 21 jours, c'est la période d'incubation du virus. Et puis, il faut protection renforcée des personnels de la santé, vraiment, qui sont vraiment à haut risque de contamination. Donc, l'équipement protectif sont vraiment ici importants. Renforcement des mesures de prévention et contrôle des infections. Mobilisation communautaire et communication des risques, c'est vraiment critique. Coordination transfrontalière, RDC, Ouganda et autres pays voisins, c'est vraiment critique. Donc, les messages clés ici, c'est vraiment en l'absence d'un vaccin homologué contre Budibugyo, la première ligne de défense reste la détection précoce, suivie des contacts et protection des soignants, en résumé. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre le Cap en Afrique du Sud et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas, où nous recevons pour vous le professeur Jean Nachega, américain d'origine congolaise, professeur ordinaire des maladies infectieuses à l'Université de Stellenbosch au Cap en Afrique du Sud, professeur titulaire d'épidémiologie à l'Université Pittsburgh aux États-Unis d'Amérique, professeur affilié d'épidémiologie et de santé globale à l'Université Johns Hopkins aux États-Unis d'Amérique. Il a fait sa formation en médecine interne et spécialisation en maladies infectieuses à l'Université catholique de Louvain en Belgique, après de continuer sa formation à l'Université Johns Hopkins aux États-Unis d'Amérique. Connu comme expert en maladies infectieuses, surtout dans le domaine du VIH-Sida, et fait beaucoup de travaux sur la COVID et le Mpox, en collaboration avec le professeur Jean-Jacques Mouyembe. Avec le professeur Jean-Jacques Mouyembe, le professeur Jean Nachega sont membres du comité consultatif d'urgence de l'Afrique
CDC. Il a publié plus de 260 articles scientifiques. Et il est le directeur de l'Institut de recherche biomédicale à l'Université de Stellenbosch au Cap en Afrique du Sud. Nous allons suivre cet élément dans l'immersion de la course contre la montre scientifique, illustrant le parcours d'un échantillon de l'Ituri jusqu'au laboratoire de l'INRB à Kinshasa. Nous revenons après. En Ituri, chaque seconde compte. Dans l'isolement des zones de santé, un préleveur en combinaison intégrale scelle un échantillon suspect, protégé dans un triple emballage et plongé dans l'azote liquide pour préserver l'ARN viral. Commence alors une course de plus de 1000 km. Par hélicoptère onusien ou vol humanitaire, la boîte isotherme traverse l'est du pays jusqu'à Kinshasa sans jamais rompre la chaîne du froid. À l'arrivée, une ambulance sécurisée file vers l'INRB. Dans les laboratoires P3, les virologues congolais extraitent l'acide nucléique sous hôte, puis lancent la PCR en temps réel. Quelques heures suffisent, Bondi Bougio confirmé. Les résultats sont transmis aux autorités. En moins de 24 heures, la science éclaire la riposte. Le retour sur ce plateau numérique en connexion entre le Cap en Afrique du Sud et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas. Nous recevons pour vous le professeur Jean Nachega, américain d'origine congolaise, professeur ordinaire des maladies infectieuses à l'Université de Stellenbosch au Cap en Afrique du Sud, professeur titulaire d'épidémiologie à l'Université Pittsburgh aux États-Unis d'Amérique, professeur affilié d'épidémiologie et de santé globale à l'Université Johns Hopkins aux États-Unis d'Amérique. Il a fait sa formation en médecine interne et spécialisation en maladies infectieuses à l'Université catholique de Louvain en Belgique, après continuer sa formation à l'Université Johns Hopkins aux États-Unis d'Amérique. Connu comme expert en maladies infectieuses, surtout dans le domaine du VIH, et fait beaucoup de travaux sur la COVID et le Mpox en collaboration avec le professeur Jean-Jacques Muyembe. Avec le professeur Jean-Jacques Muyembe, le professeur Jean Nachega sont membres du comité consultatif d'urgence de l'Afrique, CDC. Il a publié plus de 260 articles et il est le directeur de l'Institut de recherche biomédicale à l'Université de Stellenbosch au Cap en Afrique du Sud. Professeur dynamique transfrontalier et de diplomatie sanitaire. Professeur, vous le savez, l'actualité internationale sur la situation de la crise Ebola en RDC va de partout. 9 cas confirmés ont été signalés en Ouganda, dont 3 cas importés directement de la RDC. Comment évaluez-vous le risque de propagation dans la sous-région de Grand Lac? Professeur Jean Nachega. Oui, merci pour la question. Les risques est réel, les risques de propagation existent et la simple raison, c'est que les mouvements transfrontaliers qui sont assez fréquents entre la RDC, l'Ouganda ou la RDC et le Rwanda, donc ces risques existent, mais ils peuvent être maîtrisés grâce à la surveillance, au partage rapide des données et à la coordination régionale. Donc, je crois que il y a eu une réunion récente en Ouganda qui les pays limitrophes qui se sont réunis pour essayer de discuter d'une stratégie de coordination régionale. Je crois que c'est ça et qui était convenu par l'Africa CDC. Donc, vraiment, ça, c'est très important. Bien que des cas soient enregistrés en Ouganda, l'Organisation mondiale de la santé souligne qu'il n'y a pas encore de transmission communautaire dans ces pays voisins. Quelle est la différence épidémiologique entre un cas importé et une transmission communautaire, professeur Jean Nachega? Oui, un cas importé est infecté ailleurs, puis diagnostiqué localement. La transmission communautaire signifie que les virus circulent localement entre personnes sans lien direct avec un cas importé. Donc, c'est ça la distinction.
Face à la crise, le Rwanda et l'Ouganda ont temporairement fermé certaines frontières, tandis que l'OMS déconseille fortement toute restriction de voyage ou de commerce. Comment concilier l'urgence sécuritaire des États et les recommandations sanitaires internationales? Parce que nous avons même ce cas avec les États-Unis, le Canada et d'autres pays. La Coupe du Monde de football va se tenir aux États-Unis, au Canada et en troisième pays. Mais le grand problème, les frontières sont fermées pour les ressortissants congolais. Comment vous expliquez cela? Oui, la fermeture généralisée des frontières peut compliquer la surveillance. Je pense que c'est des décisions, je crois, dans un sens beaucoup plus général, on peut dire que c'est un peu regrettable. On n'a jamais eu d'évidence scientifique que la fermeture généralisée des frontières permet la prévention vraiment de manière efficace. Une meilleure approche plutôt consisterait à renforcer les contrôles sanitaires, la surveillance ainsi que la coordination transfrontalière. Et je crois que c'est dans cette direction-là que l'OMS plutôt préconise. Évidemment, chaque pays est souverain de leurs décisions et du contrôle de leurs frontières, mais je soutiendrai plus la direction de l'OMS dans cette problématique de la fermeture généralisée des frontières. Professeur John Achega, les États-Unis d'Amérique, où vous êtes professeur et basé aussi, à travers leurs agences sanitaires, suivent de très près la situation en République démocratique du Congo. Quel rôle joue la collaboration scientifique internationale, notamment avec les institutions américaines et l'Africa CDC dans le contrôle de cette crise? Professeur John Achega. Les rôles des partenaires internationaux, c'est vraiment très important et très critique. Au moment où je vous parle, on a un soutien technique de l'OMS, l'Africa CDC, les CDC d'Atlanta, les NIH et l'Europe CDC est partenaire et plusieurs partenaires académiques, y compris l'université de Stellenbosch où je me trouve pour le moment. Et c'est renforcement des capacités, il y a un renforcement des capacités, surtout dans les domaines diagnostic, surveillance, mais aussi séquençage génomique et les essais cliniques à venir. L'appui des formations des équipes de santé au laboratoire sont vraiment importants. Juste pour vous donner un exemple concret, les CDC des États-Unis, via le gouvernement Trump, ils viennent d'autoriser le soutien opérationnel des capacités de traitement, des centres de traitement et d'isolement d'Ebola, donc le soutien financier pour la création de 50 unités. Aussi, je voulais même, en commençant par l'Afrique CDC, qui en fait, cette structure Africa CDC, par les membres de l'Union africaine, il y a une coordination d'un plan régional de réponse qui totalise presque 319 millions de dollars qui ont été annoncés. Aussi ici, c'est l'opportunité aussi d'ajouter que la Fondation Gates et autres bailleurs ont promis un soutien financier d'urgence totalisant à peu près 15 millions. Donc, les principes clés ici, oui au leadership national congolais et ougandais et leadership africain d'abord, et puis l'appui international est le bienvenu et vraiment important, mais tout cela doit être coordonné. Une réponse efficace repose sur une collaboration scientifique mondiale au service et avec les leaderships africains. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre le Cap en Afrique du Sud et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas, où nous recevons pour vous le professeur John Achega, américain d'origine congolaise, professeur ordinaire des maladies infectieuses à l'Université de Stellenbosch au Cap en Afrique du Sud, professeur titulaire d'épidémiologie à l'Université de Pittsburgh aux États-Unis d'Amérique, professeur affilié d'épidémiologie et de santé globale à l'Université Johns Hopkins aux États-Unis d'Amérique. Il a fait sa formation en médecine
interne et spécialisation en maladies infectieuses à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Après, il a continué sa formation à l'Université Johns Hopkins aux États-Unis d'Amérique. Connu comme expert en maladies infectieuses, surtout dans le domaine du VIH-Sida, et fait beaucoup de travaux sur la COVID et le Mpox en collaboration avec le professeur Jean-Jacques Muyembe à l'INRB. Avec le professeur Jean-Jacques Muyembe, ils sont membres du comité consultatif d'urgence de l'Africa CDC. Il a publié plus de 260 articles scientifiques. Et il est le directeur de l'Institut de recherche biomédicale à l'Université de Stellenbosch au Cap en Afrique du Sud. Nous allons suivre cet élément sur la cartographie et imagerie des mouvements des populations entre l'Est de la RDC et les pays frontaliers, mettant en lumière les points de contrôle sanitaire. Nous revenons après cet élément. Dans l'est de la RDC, les cartes satellitaires révèlent des mouvements de population qui persistent malgré la fermeture des frontières avec l'Ouganda et le Rwanda. Les flux se redessinent autour des zones contrôlées. Les forces d'occupation obligeant les autorités congolaises à renforcer la surveillance sanitaire sur de nouveaux corridors. À chaque point de passage, les équipes congolaises déploient un professionnalisme rigoureux. Contrôle thermique, enregistrement, triage rapide. À Kinshasa, l'INRB analyse en continu les données remontées du terrain guidant les décisions du gouvernement. Avec l'appui de l'OMS, des ONG internationales et locales, la cartographie des risques est mise à jour en temps réel. Malgré les contraintes sécuritaires, la RDC démontre une maîtrise solide. Coordination, science et vigilance pour garder le contrôle sanitaire sur la région. Nous sommes en connexion entre le Cap en Afrique du Sud et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas. Où vous prenez de cours, nous recevons pour vous le professeur Jean Nachega, américain d'origine congolaise, professeur ordinaire des maladies infectieuses à l'Université de Stellenbosch au Cap en Afrique du Sud, professeur titulaire d'épidémiologie à l'Université de Pittsburgh aux États-Unis d'Amérique, professeur affilié d'épidémiologie et de santé globale à l'Université Johns Hopkins aux États-Unis d'Amérique. Il a fait sa formation en médecine interne et spécialisation en maladies infectieuses à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Après, il a continué sa formation à l'Université Johns Hopkins aux États-Unis d'Amérique. Connu comme expert en maladies infectieuses, surtout dans le domaine du VIH-Sida, il a fait beaucoup de travaux sur la COVID et le Mpox en collaboration avec le professeur Jean-Jacques Muyembe à l'INRB. Avec le professeur Jean-Jacques Muyembe, ils sont membres du comité consultatif d'urgence de l'Africa CDC. Il est auteur de plus de 260 articles scientifiques. Et il est le directeur de l'Institut de recherche biomédicale à l'Université de Stellenbosch au Cap en Afrique du Sud. Professeur, nous prenons cette thématique qui concerne le terrain. La province de l'Ituri concentre à elle seule 88% de cas confirmés, à peu près 110 cas, avec des foyers majeurs à Bunia, 37 cas, Rwampara, 33 cas et Mongwalu, 200 cas. Il faut le préciser, ces cas, c'est par rapport à l'instant où nous tournons ce magazine. Pourquoi cette région est devenue le cœur de l'épidémie? Professeur Jean Nachega. Oui, l'Ituri est devenu l'épicentre de l'épidémie parce que cette région combine l'insécurité due à la convoitise des ressources minérales, les déplacements des populations est majeur, mobilité intense et accès limité aux soins. Et ces raisons, ces facteurs créent un environnement vraiment favorable à la propagation du virus. Vous le savez, professeur, selon l'actualité, le ministre de la Santé de la RDC, le docteur Roger Kamba, s'est rendu en Ituri et en même temps aussi le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros, se sont rendus personnellement à Bunia après avoir vu la première ministre à Kinshasa.
quelle est la portée symbolique et opérationnelle d'une telle descente sur terrain? Professeur Jean Achega. Oui, cette présence des hauts niveaux montre l'importance de la crise, mais permet aussi de mobiliser les ressources et renforcer la confiance des communautés et des équipes de terrain. Donc, je ne peux que vraiment soutenir, c'est vraiment très important. Le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros, a lancé un appel face au manque de personnel médical déployé, surtout dans les zones rurales d'Ituri. Quelle solution la santé publique peut-elle offrir pour mobiliser rapidement des effectifs soignants dans des zones d'accès difficiles, professeur Jean Achega? Ça, c'est une priorité qui est en train d'avoir d'être implémentée. Donc, il faut renforcer les équipes locales, déployer les équipes mobiles, protéger les soignants, offrir des incitations et soutenir les agents de santé communautaire. On a vraiment, la RDC a vraiment l'historique d'utiliser les agents communautaires. On l'a fait pour la tuberculose, on l'a fait pour la COVID, on l'a fait pour le Mpox. Ça, c'est une occasion. On l'a fait dans le passé pour les autres crises d'Ebola. Ici, c'est vraiment l'histoire qui se répète et je crois qu'il faut capitaliser là-dessus. L'Organisation mondiale de la santé rapporte 3 incidents de sécurité récents et une résistance communautaire à Mongwalu et Wapara. Quels sont les facteurs sociologiques sous-jacents qui alimentent la méfiance vis-à-vis des équipes de riposte? Nous le voyons souvent quand il y a crise épidémiologique, les communautés sont réticents à cause des préjugés. Que faire, professeur Jean Achega? Oui, ça, c'est vraiment des incidents, c'est très regrettable ce qui est arrivé. Et ça a fait la une de plusieurs médias nationaux et internationaux. Je crois que la méfiance est alimentée par l'insécurité, les traumatismes, les rumeurs, fausses informations et rumeurs, la peur et parfois des expériences négatives avec les autorités ou les équipes des ripostes. Je crois ça, c'est vraiment multifactoriel. Et donc, c'est arrivé au point que ça a débordé la vase. Je crois que ça, ce sont vraiment les raisons qui ont amené à ces événements malheureux. L'Organisation mondiale de la santé, par ses experts techniques, rappelle que l'Ebola est une maladie d'amour. Cela signifie que l'on attrape en soignant ses proches, conjoints, enfants, mères. Comment modifier le comportement à risque sans briser les liens sociaux et affectifs au sein des familles? Parce que lorsqu'un membre de famille est malade, tous les autres veulent l'aider. Oui, ça c'est bien dit, maladie de l'amour. Les familles sont souvent infectées en prenant soin de leurs proches. Il faut protéger les familles sans les culpabiliser grâce à une communication vraiment adaptée et des pratiques sûres. Il faut aussi associer la communauté préparer à la prise en charge avec les protections nécessaires, impliquer la communauté dans les décisions, faire appel à des leaders d'opinion, même des religieux, même des guérisseurs traditionnels, les gens de la communauté qui ont une confiance de la communauté pour les impliquer aussi dans la riposte. Ça met en confiance la communauté et ça va permettre de minimiser des incidents, des pertes de confiance, des ruptures qui ont amené au cas malheureux dont vous avez mentionné. Vraiment, l'engagement communautaire est au cœur vraiment de tout riposte. Nos expériences d'Ebola en RDC passées, l'engagement communautaire est vraiment parmi les priorités, les premières priorités pour approcher la communauté, impliquer la communauté, marcher avec la communauté dans la riposte. Sans cet engagement communautaire, des incidents tels que ceux qui sont arrivés ne sont pas une surprise. Professeur Jean Achega,
que ce soit l'OMS, que ce soit le ministre de la Santé, même le gouvernement congolais, il rappelle que la RDC a fait face à 16 épidémies précédentes et cela est un atout majeur et qu'il faut en profiter pour renforcer durablement le système de santé en Ituri. Comment transformer une réponse d'urgence à un levier de développement sanitaire pour l'après-crise? Professeur Jean Nachega. L'objectif est de transformer la riposte en investissement durable. Quand je dis investissement durable, ici j'entends donc l'infrastructure laboratoire. Donc quand on va émerger de cette épidémie, donc on aura une infrastructure laboratoire qu'il faudra maintenir pour peut-être, j'espère que non, des épidémies prochaines. La surveillance, la formation des soignants qui peuvent être recyclés ou adaptés à d'autres capacités, la santé communautaire et la confiance dans les systèmes de santé. Comme on a discuté, cette confiance vraiment est aussi au cœur ici de tous les problèmes de départ dont on expérimente ici dans la crise en Ituri. Donc, vraiment, c'est ça l'héritage durable de la riposte, comme aussi l'ont montré les épidémies, non seulement en RDC, mais aussi les épidémies d'Ebola en Afrique de l'Ouest, les années 2014 à 2016. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre les CAP en Afrique du Sud et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas, où nous recevons pour vous le professeur Jean Nachega, américain d'origine congolaise, professeur ordinaire des maladies infectieuses à l'université de Stellenbosch au Cap en Afrique du Sud, professeur titulaire d'épidémiologie à l'université de Pittsburgh aux États-Unis d'Amérique, professeur affilié d'épidémiologie et de santé globale à l'université Johns Hopkins aux États-Unis d'Amérique. Il a fait sa formation en médecine interne et spécialisation en maladies infectieuses à l'Université catholique de Louvain en Belgique, après de continuer sa formation à l'Université Johns Hopkins aux États-Unis d'Amérique. Connu comme expert en maladies infectieuses, surtout dans le domaine du VIH-Sida, et fait beaucoup de travaux sur la COVID et le Mpox en collaboration avec le professeur Jean-Jacques Muyembe à l'UNRB. Avec le professeur Jean-Jacques Muyembe, ils sont membres du comité consultatif d'urgence de l'Afrique CDC. Il a publié plus de 260 articles scientifiques et il est le directeur de l'Institut de recherche biomédicale à l'Université de Stellenbosch au Cap en Afrique du Sud. Nous allons suivre cet élément, la visite du directeur général de l'OMS en RDC et descente sur terrain avec le ministre de la Santé en Ituri. Nous revenons après. La riposte contre la 17e épidémie d'Ebola franchit une étape décisive. Le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, a effectué une visite officielle en RDC pour soutenir les efforts nationaux face à la souche Bundibugyo. Aux côtés du gouvernement congolais, il s'est rendu à Bunia, en Ituri, épicentre de la crise. Ce déplacement de haut niveau marque la volonté commune de briser la chaîne de transmission dans une province carrefour, déjà fragilisée par des défis sécuritaires. Le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, intensifie la contre-offensive sanitaire. Depuis le terrain, il coordonne le déploiement de nouveaux centres de traitement et le renforcement du cordon sanitaire. L'objectif est clair, endiguer la propagation vers les zones voisines et les pays frontaliers. Malgré l'insécurité, le gouvernement congolais, épaulé par l'OMS, maintient une surveillance active dans les points de contrôle, rappelant que la résilience des communautés reste le pilier central pour vaincre cette 17e vague. De retour sur ce plateau numérique en connexion entre le Cap en Afrique du Sud et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas, nous recevons pour vous le professeur Jean Nachega,
américain d'origine congolaise, professeur ordinaire des maladies infectieuses à l'Université de Stellenbosch au Cap en Afrique du Sud, professeur titulaire d'épidémiologie à l'Université Pittsburgh aux États-Unis d'Amérique, professeur affilié d'épidémiologie et de santé globale à l'Université Johns Hopkins aux États-Unis d'Amérique. Il a fait sa formation en médecine interne et spécialisation en maladies infectieuses à l'Université catholique de Louvain en Belgique, après de continuer sa formation à l'Université Johns Hopkins aux États-Unis d'Amérique, connu comme expert en maladies infectieuses, surtout dans le domaine du VIH-Sida, et fait beaucoup de travaux sur la COVID et le Mpox en collaboration avec le professeur Jean-Jacques Muyembe à l'Univers B. Avec le professeur Jean-Jacques Muyembe, le professeur Jean Nachega sont membres du comité consultatif d'urgence de l'Afrique CDC. Il a publié plus de 260 articles scientifiques. Et il est le directeur de l'Institut de recherche biomédicale à l'Université de Stellenbosch au Cap en Afrique du Sud. Professeur, nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges sur la médiatisation. Les Africains sentent qu'il y a surmédiatisation du virus Ebola, 17e crise en Afrique, et par exemple l'antavirus. Vous, en tant qu'expert, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer? Est-ce que c'est un mauvais jugement ou bien il y a une crise comme l'antavirus qui a été prise en charge de manière qualitative et l'Ebola, comme c'est en Afrique, il y a un peu un tâtonnement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire selon votre expertise d'expert? Professeur Jean Nachega. Merci pour la question. Moi, je pense juste simplement que il y a du sensationnalisme aussi qui est un peu mis en exergue ici. Et aussi le fait que la crise se passe dans un pays d'Afrique, je crois que la RDC n'est pas encore bien, n'est pas reconnue dans sa juste valeur. Il faut quand même rappeler que c'est la 17e épidémie. La RDC a une expérience, vraiment, a déjà acquis une expérience et une expertise exceptionnelle en Afrique pour l'Ebola. Les autres épidémies ont été maîtrisées. La dernière, celui d'Ebola à Mweka, a pris 4 mois. Bon, cela étant dit, le fait qu'on est devant une espèce souche qui n'a pas de traitement, qui n'a pas de vaccin, en comparaison avec la souche Zaïre, évidemment, ça met un peu tout le monde ça augmente un peu le sensationnalisme, mais je crois qu'il faut garder la tête froide et il faut laisser la riposte être en cours par les gouvernements via les ministres de la Santé et les partenaires. Ça prend des semaines pour mettre en place une riposte efficace et je crois que le gouvernement va y arriver avec tout l'appui et les ressources qu'on est en train de mobiliser. Donc, je répondrai seulement, il faut garder la tête froide et ne pas sombrer dans le sensationnalisme devant l'épidémie. En attendant, en parallèle, il faut mettre en marche la recherche qui est vraiment importante. La recherche pour les traitements et les vaccins, et tout ceci est en train de se mettre en place. Et je serai heureux de revenir encore sur ces plateaux dans les quelques semaines pour discuter, partager les progrès qui ont été effectués. Donc, voilà, gardons la tête froide, ne sombrons pas dans le sensationnalisme qui peut frisser parfois l'intolérance ou même d'autres adjectifs dont je ne vais pas mentionner ici. Et travaillons main en main avec notre gouvernement, nos partenaires, pour encore surmonter cette autre épidémie comme on a surmonté les épidémies passées. Merci.
Professeur, nous sentons que vous restez professionnel et scientifique dans vos propos, mais à qui profite la surmédiatisation? Nous avons vu les cas avérés de l'antavirus débarquer, que ce soit en Espagne, que ce soit en Argentine, aux États-Unis, dans d'autres pays. Cela n'a fait l'objet d'aucune fermeture de frontières pour les pays africains, par exemple par rapport aux États-Unis, au Canada ou l'Espagne. Mais pourquoi cette surmédiatisation du virus Ebola? Et quand on voit la localisation de l'Ituri, par exemple, à Kinshasa, on voit la distance qu'il y a qui sépare ces deux points et d'autres lieux en République démocratique du Congo. Pourquoi il y a ce message fataliste par rapport au virus Ebola, tandis que nous avons connu 16 autres cas, les problèmes ont été surmontés. À qui profite cela? Je crois poser la question à qui profite cela, je dirais ça ne profite à personne. Au contraire, ça peut être dommageable pour les pays africains et peut-être aussi pour le monde. Tout ce que je peux dire, vu l'historique d'Ebola, Ebola a toujours une connotation assez dramatique. Vous vous souviendrez les épidémies de l'Afrique de l'Ouest dans les années 2014-2016 avec des cas isolés qui ont atterri sur le territoire américain. C'était aussi la panique. Donc, je crois que on ne veut pas sombrer. Il y a une peur de se retrouver dans la même panique comme pendant l'épidémie qui est arrivée en Guinée, en Sierra Leone, etc. Mais comme je vous dis, les polices pour la fermeture des frontières n'a jamais vraiment... Ebola, je crois que ce qui est important ici, les messages, peut-être un autre message important, c'est que Ebola n'est pas COVID. Donc, il y a vraiment un risque très faible de pandémie à Ebola. Si je peux répondre à la question de la fermeture des frontières. Ebola ne se transmet pas par voie respiratoire, quelqu'un en parlant. La preuve, on ne préconise pas de porter des masques. Donc, la transmission est assez difficile. Pour être infecté par Ebola, il faut toucher les sécrétions bien du sang d'un malade. Là, on est loin vraiment de la COVID. Et donc, c'est pour vous dire encore, il faut concentrer la riposte là où l'épicentre et les régions frontalières et prendre en charge, en prenant seulement en charge énergétiquement, en coupant la chaîne de transmission, on va arriver à contrôler cette épidémie. Donc, encore, tout le reste, des informations, les rumeurs, les sensationnalismes et vraiment les décisions inopportunes, c'est vraiment dommageable. Laissons les professionnels de faire leur travail et on va y arriver. Ça, c'est ça mon message. Professeur Jean Nachega, un grand merci. Il fait très tard en Afrique du Sud, au moment où nous sommes en train d'échanger dans cette interview. Vous revenez tout fraîchement de la République démocratique du Congo. Un dernier message pour mettre un terme à ce numéro. Nous savons, avec l'organisation de votre agenda, nous revenons encore pour d'autres sujets. Professeur Jean Nachega. Au passage, je voulais juste vous remercier, M. Semforé Katende, pour l'opportunité. J'ai pensé que c'était important. Je crois la majorité de votre audience, c'est les compatriotes et les collègues ou amis africains. Donc, j'ai pensé que c'était important que je partage, j'ai fait ces partages sur Ebola. Je profite aussi pour remercier mes collaborateurs, à commencer par le professeur Jean-Jacques Mouyembe de l'INRB et son équipe, professeur Mbala Placide, qui font un travail vraiment héroïque pour cette énième épidémie d'Ebola. Mais dans tout cela, il ne faut pas que nous oublions toutes les personnes qui sont affectées, les malades et les familles affectées dans les zones d'Ituri, dans la région. Donc, mes pensées vont à eux.
dans ces moments difficiles. Merci beaucoup. Professeur John Achega, un grand merci. Merci beaucoup. De partout où vous nous avez suivis, nous étions en connexion entre le Cap en Afrique du Sud et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas, où nous avons reçu pour vous le professeur John Achega, américain d'origine congolaise, professeur ordinaire des maladies infectieuses à l'Université de Stellenbosch au Cap en Afrique du Sud, professeur titulaire d'épidémiologie à l'Université de Pittsburgh aux États-Unis d'Amérique, professeur affilié d'épidémiologie et de santé globale à l'Université Johns Hopkins aux États-Unis d'Amérique. Il a fait sa formation en médecine interne et spécialisation en maladies infectieuses à l'Université catholique de Louvain en Belgique, après de continuer sa formation à l'Université Johns Hopkins aux États-Unis d'Amérique, connu comme expert en maladies infectieuses, surtout dans le domaine du VIH-Sida, et fait beaucoup de travaux sur la COVID et le Mpox en collaboration avec le professeur Jean-Jacques Muyembe à l'UNRB. Avec le professeur Jean-Jacques Muyembe, ils sont membres du comité consultatif d'urgence de l'Afrique CDC. Il a publié plus de 260 articles scientifiques et il est le directeur de l'Institut de recherche biomédicale à l'Université de Stellenbosch au Cap en Afrique du Sud. C'est avec cet éminent scientifique d'origine congolaise, aujourd'hui américain, que nous avons échangé. Vous nous suivez en Ituri, vous nous suivez à Goma, vous nous suivez partout en République démocratique du Congo, vous nous suivez à travers le monde. Suivez-nous dans toutes nos plateformes de diffusion et restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.